La Chine produit un véhicule par minute, voire moins de 55 secondes par véhicule. Je rappelle juste que certaines usines chinoises sont 5 à 10 fois plus grandes que Monaco. L'usine BID Xiaomo produit environ un véhicule par minute, soit près de 1280 véhicules par jour et plus de 400 000 par an. BID Shenzhou produit jusqu'à un véhicule toutes les 50 secondes, à pleine capacité. L'usine produit également une cellule de batterie toutes les 3 secondes. Certains autres sites de BID peuvent atteindre jusqu'à 3 véhicules par minute. À l'échelle nationale, la Chine a produit environ 34,5 millions de véhicules en 2025. Attention, cela ne signifie évidemment pas qu'une seule usine chinoise produit un véhicule chaque minute en permanence. Non. Il s'agit de cadences atteintes par plusieurs usines à l'échelle nationale. C'est tout le pays. Tesla, Hyundai et le reste ont des usines, c'est bien. Mais aucun pays au monde n'approche le total chinois ni la concentration de capacités de ce type. En une phrase, la Chine est le leader mondial de la production automobile. Le débat sur la qualité proposée pour moi est obsolète. Parce que ça dépend de vos moyens, de la marque. Les Chinois peuvent très bien vous proposer l'entrée, le milieu et le haut de gamme en fonction de vos moyens et de la marque. Par exemple, au début, les téléphones chinois étaient vus comme du bas de gamme. On les critiquait. Aujourd'hui, Xiaomi, Huawei, Oppo, Honor et OnePlus proposent des téléphones haut de gamme qui rivalisent ou, attention, surpassent les références occidentales coréennes en finition, photo, autonomie et rapport qualité-prix. C'est quand même dangereux de voir des humains rire dès qu'un robot chute ou rate une chorégraphie. Le vrai sujet n'est même pas la chorégraphie. Cette année, en ce mois d'août, concernant ces robots en Chine, la plupart des épreuves interdisent le pilotage à distance. Ils doivent percevoir leur environnement, prendre des décisions et agir seuls dans un environnement dynamique. C'est le passage du robot téléopéré au système autonome incarné. On voit clairement des humanoïdes et des quadrupèdes destinés à des missions de sécurité, de chargement de missiles, de patrouille en zone à risque ou encore des robots capables de reproduire en temps réel des mouvements d'un soldat. Les gars, l'IA s'entraîne. Certains voient des failles, perso. J'y vois surtout une collecte massive de données en conditions réelles. Nous sommes en 2026, mais dans 10 à 15 ans, on parlera probablement plus de robots qui dansent mal ou chutent. On parlera de systèmes capables de se déplacer de manière robuste sur des terrains chaotiques. On parlera de robots capables de coordonner des actions en SM, d'anticiper les mouvements adverses grâce à des modèles prédictifs et d'opérer même avec une endurance et une force dépassant largement les capacités humaines. Honnêtement, ceux qui se moquent des chutes regardent uniquement le présent et sont incapables de se projeter. Leur capacité de réflexion est limitée. Ils voient un échec ponctuel, là où il faudrait plutôt regarder la trajectoire technologique. Il faut regarder la trajectoire. C'est un horizon industriel et militaire qui se construit sous nos yeux, pendant que la plupart des gens regardent les failles et rient. Nous sommes en retard par rapport à la Chine et d'autres puissances. C'est alarmant. Et à cette allure, le réveil sera brutal. La Chine est très en colère. La Chine a annulé un contrat majeur avec Boeing, refusant désormais la livraison d'avions. C'est un violent coup dur pour le géant américain de l'aéronautique qui réalisait encore récemment 25% de ses exportations vers la Chine. Mais Pékin ne s'arrête pas là. Les autorités chinoises ont demandé à leurs compagnies aériennes de cesser tout achat d'équipements et de pièces détachées auprès des entreprises américaines. C'est une décision qui menace directement Boeing, l'un des plus grands exportateurs américains dont l'activité génère 79 milliards de dollars pour l'économie des États-Unis et soutient environ 1,6 million d'emplois. La Chine envoie un avertissement clair à Donald Trump. S'il persiste, il fera reculer l'Amérique de 20 ans et c'est un fait. Hier encore, je vous parlais dans ma vidéo d'un nouveau matériau développé par la Chine, 10 000 fois plus résistant que l'acier inoxydable. Imaginez que Pékin prive Washington de cette innovation. Boeing verrait son avance technologique fondre comme neige au soleil, laissant le champ libre à des concurrents comme Airbus ou le chinois Comac. Et comme si ça ne suffisait pas, le président chinois mène une offensive diplomatique efficace en Asie du Sud-Est, s'opposant à un partenaire commercial fiable à l'opposé de l'imprévisibilité américaine. Donald Trump est en train de perdre cette guerre commerciale et même il a perdu. Et qu'il le sache, Xi Jinping ce n'est pas Zelensky. On ne le manipule pas aussi facilement et on ne joue pas avec la Chine. Les Occidentaux critiquent constamment le monde multipolaire, c'est bien, mais le démanteler ne sera pas aussi simple qu'ils le croient.
pris, mais bien d'expliquer où il pourrait se trouver. Il y a une localisation extrêmement précise, alors avec force image de comment dirais-je de synthèse, mais aussi géolocalisation, des précisions sur l'endroit où il va dormir, notamment le dortoir universitaire dans lequel il se trouve, mais également l'intégralité de ses comptes sur des réseaux sociaux. Ça va de Facebook à X, en passant par son compte Xbox pour jouer à la console, et la façon dont on pourrait s'approcher du jeune fils du président pour tout simplement l'assassiner. Au-delà de cette vidéo glaçante, il y a, selon plusieurs sources qui sont rapportées notamment par le New York Post, une rançon, une mise à prix, je dirais, de 10 millions de dollars pour quiconque viendrait à tuer le fils de Donald Trump. Et est-ce qu'on sait, Patrick, pour quelle raison Baron Trump précisément et pas Donald Trump Jr. ou d'autres enfants du président qui sont très en vue dans sa politique, pourquoi lui serait visé en particulier? Parce que les Iraniens ont placé une récompense de 10 millions de dollars sur Baron Trump, le fils de Trump. Après avoir surveillé l'épouse de Trump, il présente désormais son fils comme étant une cible facile à éliminer et affirme détenir des données précises sur ses déplacements. Ils prétendent savoir où il se trouve, suivre ses mouvements et même connaître les moyens de l'éliminer. Après les sommes de 30 000 à 60 000 dollars offertes à quiconque éliminerait ou capturerait un soldat américain, les Iraniens offrent ainsi 10 millions de dollars à toute personne capable de suivre le schéma prévu pour l'élimination du fils de Trump. Pendant ce temps, les médias occidentaux dénoncent cette méthode iranienne comme barbare, actéro. Mais j'ai pourtant une question assez simple. Lorsque le 28 février, un missile Tomahawk a frappé une école de filles et causé la mort de près de 200 enfants en Iran, ou lorsque des membres de la famille du nouveau guide suprême iranien ont été éliminés lors de frappes américaines, devrait-on également parler de barbarie et d'acte terreau? Ou alors c'est lorsque la partie agressée cherche à se défendre qu'on parle immédiatement d'acte terreau et de barbarie? C'est Trump lui-même qui a déclaré que le nouveau guide suprême iranien était rationnel et pas radicalisé. Alors pourquoi se plaindre aujourd'hui? L'Iran défalque la somme de 10 millions de dollars pour envoyer le fils de Donald Trump, Baron Trump, au repos éternel. Et ça ne s'arrête pas là. L'Iran a désormais pour projet d'effacer complètement le nom de Trump sur la surface de la terre. Ah oui, mesdames et messieurs, il n'est pas simplement question de Donald Trump, pour qui la tête en Iran vaut plus de 40 à 50 millions de dollars. Il est question de ses enfants, de son épouse et de tout ce qui porte le nom Trump aux États-Unis. Les gardiens de la révolution ont mis en projet d'effacer complètement, pour faire payer à Donald Trump le fait d'avoir exécuté sans état d'âme le guide suprême et tous les leaders de la révolution iranienne. Ah oui, mesdames et messieurs, pour les Iraniens, Donald Trump ne devait même pas commencer. Il faut le dire, Donald Trump est le premier président des États-Unis qui a mis sur pied le projet d'effacer les leaders iraniens. Jamais cela n'était arrivé. De temps à autre, l'État hébreu mettait à exécution les assassinats ciblés de certains leaders militaires. Mais Donald Trump est le premier président américain qui a exécuté sommairement de la tête de la révolution iranienne, c'est-à-dire le guide suprême, aux personnes clés du pouvoir et symbole de la révolution iranienne. L'Iran a désormais juré que le nom de Donald Trump va être rayé de la surface de la terre. Ils vont l'effacer complètement. 10 millions de dollars pour le fils, 40 à 50 millions de dollars pour le père. Et la femme même de Donald Trump, il s'est dit que désormais, son prix sera tablé, sans compter les filles de Trump. Mesdames et messieurs, l'Iran ne décolère pas. L'Iran voudrait se venger. Et lorsque les dirigeants iraniens actuels et le nouveau guide suprême avaient promis au peuple iranien vengeance, il n'était pas question d'un bluff. Ils avaient vraiment pensé et étudié ce qu'ils allaient faire. Ils ont juré, Donald Trump, président ou pas président, il entrera au repos éternel, non pas d'une mort naturelle, non. Le Burkina Faso du président Ibrahim Traoré. Ah, ce pays c'est quelque chose. Les députés adoptent à l'unanimité la loi sur les libertés religieuses. Cette loi est une réponse directe à un constat sécuritaire douloureux. Elle ne cible aucune religion. Elle encadre toutes pour éviter l'amalgame et la stigmatisation. Elle réaffirme la laïcité burkinabé,
une laïcité à l'africaine, ni athéisme d'État, ni théocratie. L'État ne reconnaît aucune religion officielle, mais il reconnaît les organisations religieuses comme acteurs sociaux. C'est subtil et puissant. En fait, vous pouvez croire ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas imposer votre foi à l'espace public, à l'école, à l'armée, à l'hôpital ou même à la prison. Et je dis, c'est un point final. Pendant trop longtemps, certains pays et réseaux ont financé des mosquées, des églises ou des prédicateurs sans que l'État burkinabé sache exactement qui, pourquoi et avec quel agenda. Cette loi reprend le contrôle du territoire symbolique et spirituel. Cette loi est un signe de résilience et de confiance en soi. Et ça, c'est mature, c'est responsable, c'est profondément burkinabé. Ce texte protège les croyants sincères contre les manipulateurs, les extrémistes et les marchands de foi. Il protège aussi les plus vulnérables, surtout les enfants, contre toute forme d'exploitation religieuse. Et il envoie un message clair à l'extérieur. Le Burkina Faso reste ouvert à la spiritualité du monde, mais maître chez lui. On écoute. La France a déjà signé ce qu'on appelle une lettre d'intention en fin d'année dernière concernant la livraison de systèmes d'interception dont l'Ukraine a désespérément besoin. Je pense que désespérément, c'est le terme qui s'applique. Je crois que la France a promis 8 systèmes. Très je me rends pas compte que c'est beaucoup. Le président, c'est la totalité de ce que nous avons. Le système Mamba, donc SAMPT que nous avons développé conjointement avec l'Italie. La France ne dispose que de 8 systèmes Mamba. Si l'on estime le stock de missiles Aster actuellement disponible dans toute l'Europe, que ce soit en Italie ou au Royaume-Uni, à partir des données officielles, on arrive probablement à environ 1000 missiles au maximum avec une production très médiocre de 8 à 15 missiles par mois en France. La Russie, elle, peut tirer plus de 100 missiles balistiques par mois contre l'Ukraine tout en maintenant un niveau de stock relativement stable. La production cumulée des pays européens reste médiocre face au volume russe. En fait, il y a trop de discours, trop de gros titres côté européen, alors que les capacités restent insuffisantes pour assurer à elles seules la protection du ciel ukrainien. Les Européens ne peuvent protéger personne. Au Moyen-Orient, les Rafales français ont été confrontés à une pénurie de missiles en raison de l'intensité des interceptions de drones iraniens. L'Europe ne pourra pas, avant longtemps, rivaliser avec la Russie en matière de volume de production de missiles. Depuis 2022, plus de 40 pays arment l'Ukraine, financent l'Ukraine, déploient des mercenaires. Plus de 21 paquets de sanctions ont été imposés à la Russie. L'OTAN se sert juste des Ukrainiens comme chair à canon. Et malgré tout cela, ils ne sont toujours pas parvenus à déloger la Russie de Donbass. En avril 2022, les Occidentaux promettaient à l'Ukraine une victoire rapide face à la Russie, au point que Bruno Le Maire annonçait l'effondrement imminent de l'économie russe. Aujourd'hui, la Russie est classée 4e puissance économique mondiale en parité de pouvoir d'achat, tandis que la France et l'Allemagne ont reculé dans le classement. En vérité, ces Européens ne sont pas en train de sauver l'Ukraine. Ils n'ont pas les moyens. Ils sont faibles. Ils sont en train de détruire l'Ukraine. L'Ukraine, c'est du business et ce sera jusqu'au dernier Ukrainien. Le président Trump est totalement perdu. Il annonce la réactivation d'un blocus que vous voyez sur la carte, très loin du détroit d'Ormuz qui reste sous contrôle iranien. C'est du jamais vu. Mais dans le même temps, il refuse d'envoyer ses navires forcer le passage. Ses porte-avions, destroyers et sous-marins préfèrent patrouiller en eau internationale au lieu d'aller directement dans le détroit d'Ormuz. Et face au bombardement iranien contre tout navire qui ne respecte pas ses consignes, Washington veut imposer une taxe de 20% sur les cargaisons passant par le détroit, tandis que l'Iran impose lui aussi ses propres taxes aux navires qui y transitent. Résultat, aucun armateur sérieux ne prendra le risque de payer une taxe américaine pour ensuite devoir affronter une attaque de drone, payer une taxe iranienne ou subir des représailles. Dans ces conditions, personne ne voudra emprunter cette route. Mais qui conseille le président Trump? Bref, voici le périmètre contrôlé par l'Iran. Ici, personne ne dicte sa loi à part l'Iran. Aucun navire américain ne s'impose, personne. C'est l'Iran qui décide des conditions de passage des navires dans cette zone. Et mesdames et messieurs, je suis convaincu que le président Trump, l'Amérique et le monde entier n'oublieront pas cette humiliation infligée par l'Iran aux États-Unis. Après 6 mois de guerre, la seule réponse trouvée aujourd'hui par Trump est d'imposer une taxe sur un détroit étant loin du détroit lui-même.
Face à l'impossibilité d'obtenir une solution militaire, Washington se tourne vers les sanctions, oubliant que l'Iran vit déjà sous sanctions depuis près de 40 ans. Qui conseille le président Trump? Mais je ne serais pas surpris. Il viendra vous annoncer que l'Iran l'a supplié de revenir à la table des négociations. Les Iraniens sont intelligents. Ils frappent sans relâche la Jordanie, le Koweït et le Bahreïn depuis 8 jours pour briser le bouclier de défense américain qui s'étendait du Qatar à la Jordanie. Sans oublier qu'une partie des chasseurs et drones d'attaque américains engagés dans les opérations régionales décollent également de bases situées en Jordanie, en traversant notamment l'espace aérien irakien. Sans ces bases, les États-Unis auraient davantage de difficultés à mener des frappes continues contre l'Iran et seraient contraints de s'appuyer davantage sur leurs forces navales et sur Israël pour leur soutien défensif. Ces pays de la région ont été transformés en bases militaires pour disperser une partie des forces et des moyens américains afin d'éviter de concentrer leurs actifs militaires en Israël, ce qui les exposerait à une zone de vulnérabilité unique. L'objectif stratégique iranien est d'expulser la présence militaire américaine du Golfe et du Moyen-Orient. Cette stratégie pourrait également contribuer à renforcer l'influence régionale de l'Iran tout en ouvrant davantage d'espace à la Chine et à la Russie. À terme, cela pourrait remettre en question l'influence américaine sur les routes énergétiques et le pétrodollar régional. Et pour Téhéran, la stratégie est asymétrique, durable et politiquement calculée. Ils peuvent tenir aussi longtemps que nécessaire, pas Trump. Le gouvernement iranien avait clairement anticipé une guerre longue, contrairement à Trump qui misait dès le 28 février sur un conflit rapide. Ali Larijani l'a dit dès les premiers jours de la guerre. L'Iran est prêt à absorber les coups et à durer. Et ça, les Américains ne le comprennent toujours pas. L'Iran serait en train de préparer sa sortie du traité de non-prolifération nucléaire. Et là, mesdames et messieurs, alors que l'Iran vient d'annoncer que le monde entier reconnaît sa victoire face aux États-Unis, certaines sources encore non confirmées affirment que l'Iran serait en train de préparer sa sortie officielle du traité de non-prolifération des armes nucléaires, ce qui lui permettrait indubitablement de lancer de façon officielle son programme nucléaire, non pas seulement civil, mais pour l'obtention des armes nucléaires. Alors là, mesdames et messieurs, étant donné que les États-Unis ont échoué sur le terrain militaire, par ailleurs, ils ont voulu lancer une guerre économique, appelant tous les pays du monde entier à boycotter l'économie de l'Iran, chose qui n'est pas encore suivie. Alors là, mesdames et messieurs, officiellement, l'Iran, dans quelques instants, pourra peut-être se déclarer État nucléaire, pourrait peut-être révéler au monde qu'en fait, les bombes étaient déjà là. Alors là, c'est un camouflet pour les États-Unis. Donald Trump, qui n'a plus aucune carte sur la table, pas en couille de partout pour les États-Unis. De l'autre côté, la Corée qui veut multiplier plus d'armes nucléaires. De l'un côté, les États-Unis qui ont échoué à faire capituler le programme nucléaire iranien ou alors à soumettre l'Iran. Aujourd'hui, l'Iran qui veut annoncer officiellement que non, elle ne ferait plus partie de ce traité de prolifération des armes nucléaires. En finalité, on s'achemine vers la fin de l'hégémonie américaine. La toute-puissance américaine, c'est fini. L'Iran officiellement l'a brisé. Et là, avec l'Iran devenant prochainement nucléaire et la Corée du Nord qui ne fait que multiplier son potentiel nucléaire, les États-Unis perdent la main au Moyen-Orient et deuxièmement, son influence à l'extrême-orient. On réécoute. Un jour, des gens de services secrets d'un pays occidental sont passés nous voir. Ils nous ont proposé des produits, 4 produits, pour mettre dans la nourriture et envoyer dans les zones où il y a des terroristes. Ces produits se mettent dans tout, dans les boissons, que ce soit la bière, la sucrerie, dans la cigarette, dans le riz, dans le lait, ça se met dans tout. Et il y a un des produits, son travail c'est de tuer le cerveau. C'est-à-dire pour que la personne ne puisse plus réfléchir. Un des produits, ça c'est la capacité physique. Si la personne était capable de courir 12 km au cours de quelques années, ça serait peut-être 6 km, 4 km, il devient faible. L'autre, c'est la somnolence. Et on a demandé le nom des produits. Ils ne nous ont pas donné. Et ils sont partis. Mais avant de partir, on les a demandé, est-ce que vous avez déjà expérimenté quelque part? Est-ce que ça marche vraiment? Sinon, pourquoi on va payer et puis faire ça? Ils nous ont dit que oui, ils ont déjà utilisé ça quelque part.
en Afrique, quelque part en Asie également. Ils ont déjà utilisé ça plusieurs fois. Je dis, ouais, l'Afrique est foutue. En fait, ils utilisent ça déjà en Afrique. Regardez le noir. Il aime plus ceux qui l'ont agressé hier que lui-même sa propre personne. L'ethnie, la religion. Ces deux sujets ont toujours détruit l'Afrique. Regardez toutes les guerres en Afrique. On manipule par la religion, par l'ethnie. Et sur les réseaux sociaux, vous voyez, ça se manipule tous les jours. Son discours est trop fort. L'Afrique est un immense laboratoire d'expérimentation. Preuve historique. La CIA, dès les années 50 à 70, a massivement testé des produits similaires pour induire confusion, docilité, perte de mémoire, somnolence ou altération cognitive. Le but était le contrôle mental, le sabotage de leaders noirs ou de populations. Des tests ont eu lieu sur des civils à leur insu, y compris à l'étranger. Des documents déclassifiés le confirment, c'est réel. Je le disais déjà dans une de mes vidéos, il y a 4-6 mois. L'Occident n'a plus besoin de recoloniser l'Afrique par la force des armes conventionnelles, non. En Afrique, la guerre moderne est asymétrique, cognitive et biologique. Pour eux, c'est plus efficace, moins visible et surtout plus rentable. L'histoire des ethnies en Afrique, moi je le dis, c'est une tragédie orchestrée depuis la conférence de Berlin et même c'est une honte. Les puissances coloniales ont tracé des frontières absurdes au crayon, regroupant des peuples rivaux, séparant les mêmes familles, créant ainsi des États artificiels où la loyauté ethnique prime souvent sur la nation. Quel est le résultat? Les gens se divisent naturellement. Telle ethnie doit se méfier de l'autre, c'est la guerre. Pourquoi? Le pouvoir. Ils s'entretuent. On arme un groupe contre un autre. On finance des milices ethniques. On diffuse via radio, réseau, imam, pasteur, des récits de victimisation. Les frontières héritées aggravent tout. Des pays voisins qui se détestent. Des individus qui deviennent xénophobes, qui crient à l'étranger, son propre frère africain. Et puis la religion s'ajoute comme un accélérateur explosif. Ils ne se rendent même pas compte que tout est manipulation, division, haine. Le combat est long, il est profond. Je pense qu'il faut vraiment réformer le système éducatif, sinon, moi je vous le dis clairement, nous sommes foutus, perdus. L'AES, heureusement, quand il s'agit du Mali, du Burkina Faso ou du Niger, les dirigeants européens et leurs trolls africains affirment que 70% du territoire serait contrôlé par les terreaux, tout en exigeant malgré tout l'organisation d'élections. Ils appellent ça la démocratie occidentale. Il faudrait la respecter, c'est bien. Sinon, suit leur raisonnement, l'AES devrait organiser des élections avec des fantômes. Mais quand il s'agit de l'Ukraine, le président Macron qui affirme que la Russie n'avance plus, qu'elle a perdu la guerre et qu'elle ne contrôlerait qu'1% du territoire, 1%, pas 2, mais 1, ne devrait pas organiser d'élections. Et la comédie occidentale va plus loin. Zelensky présente les élections comme un tsunami, à la limite une catastrophe naturelle. Et les Européens sont parfaitement d'accord avec lui, alors même que le président Macron affirme que la Russie ne contrôle qu'environ 1% du territoire ukrainien. Et attention, je ne fais que reprendre leurs propres arguments. Résumons. Demain, ils finiront peut-être par nous expliquer que le JNIM ou l'État islamique au Sahel sont simplement des groupes rebelles ou des résistants. Qu'Al-Qaïda serait composé de Maliens, de Burkinabés et de Nigériens qui ne cherchent qu'à apporter la paix dans les pays sahéliens, qui veulent la démocratie et n'ont jamais éliminé les civils. Ou alors, lorsqu'on organise des élections en temps de guerre, il faudrait désormais les organiser uniquement dans la capitale politique et ignorer les autres villes. Il se pourrait que les États-Unis soient en train d'envisager un scénario des plus fous contre l'Iran. Alors les amis, mesdames et messieurs, à défaut de battre l'Iran sur le terrain militaire, les États-Unis seraient en train d'envisager de rendre l'Arabie Saoudite nucléaire. À ce qui se trame dans les coulisses, ils seraient en train de vouloir autoriser l'Arabie Saoudite à enrichir l'uranium. Et qui dit enrichir l'uranium parle déjà d'une potentielle arme nucléaire. Donc, ce qu'ils sont en train de refuser à l'Iran, ils voudraient l'accorder à l'Arabie Saoudite, non par gaieté de cœur, mais pour contrer les ambitions de l'Iran d'être la puissance dominante dans toute la région du Golfe Persique.
Alors là, mesdames et messieurs, c'est terrible ce que les États-Unis sont en train de vouloir faire. Et les questions qu'on se pose, est-ce qu'ils vont pouvoir réussir à ce pari? Est-ce que si demain l'Arabie Saoudite devient nucléaire, elle ne poserait pas un problème également aux États-Unis? Parce qu'au-delà de tout, mesdames et messieurs, l'Iran tel qu'elle est constituée aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier que les États-Unis, lors du règne du Shah d'Iran, avaient donné un coup de pouce à l'armée et au programme balistique iranien tel qu'il aujourd'hui fait mal aux États-Unis. Aujourd'hui, l'Iran réclamant son autonomie, cela fait mal parce que lorsque les États-Unis aidaient le régime du Shah d'Iran, ils ne s'imaginaient pas qu'un jour, il y aurait ce qu'on appelle la révolution islamique d'Iran. Ils n'avaient pas imaginé cela. Aujourd'hui, ils voudraient, entre parenthèses, surarmer l'Arabie Saoudite pour contrer les ambitions iraniennes. Parce que pour les États-Unis, il est impensable, il est inadmissible à la limite que l'Iran soit la puissance dominante dans cette région. Pour eux, ça ne passe pas. Donc, il commence à circuler que les États-Unis ont pour ambition ou auraient pour ambition de permettre à l'Arabie Saoudite d'enrichir l'uranium, voire à des essais nucléaires, et ce qui ne fait pas les affaires de l'Iran. Parce que si l'Arabie Saoudite, face à l'Iran, devient un État nucléaire, ça commencerait à poser un problème. Mais ce qui reste clair, c'est que pour les États-Unis, ce pari reste risqué. Vu qu'aujourd'hui, l'alliance entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis reste sur une potentielle protection, y compris nucléaire. Donc, si aujourd'hui l'Arabie Saoudite devient autonome, militairement parlant, nucléairement parlant, les États-Unis ne vont-ils pas regretter, avec la rupture des accords pétroliers et tout ce qui va avec? Donc, pour défaire l'Iran, les États-Unis sont prêts à tout, quitte à faire un pari risqué qui pourrait les coûter cher et rendre leur humiliation encore plus légendaire qu'elle n'en est à l'heure actuelle.